15 373 $. C'est ce que j'ai retiré il y a quelques jours de ma propre firme. Mon deuxième payout en 4 mois sur le même compte que celui qui m'avait déjà permis de sortir 35 000 $ en novembre dernier. Dans cette vidéo, je vais tout te raconter. Mon parcours avec les propres firmes, mes réussites, mes échecs, celle avec laquelle j'ai décidé d'avancer et surtout, comment j'ai réalisé ces payouts. En bref, tous mes meilleurs conseils. Parce que je sais que c'est compliqué d'arriver au payout avec une propre firme. Donc si mon expérience peut t'aider, alors c'est avec plaisir que je vais te la partager. Mais juste avant qu'on commence, rejoins-nous sur mon Telegram gratuit pour accéder à mes trades, à mes analyses et à des infos exclusives que je garde pour la communauté. Le lien est dans la description et c'est parti. C'est quoi une propre firme vraiment? Une propre firme, une proprietary trading firm, c'est une entreprise dont le métier est de faire fructifier du capital sur les marchés financiers. Son problème, elle a besoin de traders performants pour le faire. Et trouver des bons traders, ça prend du temps. Ça prend aussi du temps à former. Donc le modèle qu'elles ont développé, eh bien c'est celui-ci. Tu passes un challenge, une épreuve de trading sur un compte fictif. Tu démontres que tu sais gérer un risque, que tu es rentable, que tu n'exploites pas les cours. Si tu valides, eh bien, il te donne accès à un compte financé, un vrai capital sur lequel tu vas trader. Et les profits que tu génères, vous les partagez. Sur le papier, c'est une relation gagnant-gagnant. Eux ont accès à des traders qualifiés sans avoir à les recruter ni à les former. Et toi, tu accèdes à un capital que tu n'aurais jamais pu constituer tout seul. Et la mécanique est simple à comprendre. 5% de rendement sur 500 $, ça fait 25 $. Ton cerveau te dit que c'est insignifiant, que 25 $ te payent à peine 2 McDonald's et que ça ne te mènera nulle part. Alors que 5% de rendement sur 100 000 $, ça fait 5 000 $. Et là, ton cerveau te dit quelque chose de différent, que tu vois le bout du tunnel, que c'est conséquent et que tu peux potentiellement en vivre. Et pourtant, eh bien, même stratégie, même discipline, mais résultats totalement différents. C'est pour ça que les propres firmes ont explosé ces dernières années. Elles donnent aux traders un effet de levier sur leurs propres compétences. Mon parcours et pourquoi tu dois faire attention. Je ne vais pas te parler de ça de manière abstraite. Je vais te raconter ce qui m'est réellement arrivé. Première expérience, Nova Trading 2023. Ma première propre firme, j'utilisais une stratégie HFT pour valider les challenges. J'avais sorti plusieurs milliers de dollars de payout. Puis un jour, ils ont changé leurs règles rétroactivement. Les payouts ont arrêté d'être honorés et quelques mois après, la propre firme a fermé. J'ai fini par perdre de l'argent à cause des payouts refusés et des comptes fermés. Seconde expérience, Raise My Fund 2024. Même histoire, presque mot pour mot. Challenge validé, quelques milliers de dollars sortis, puis nouvelles règles chaque semaine. Trading devenu impossible et payout non respecté. Fin de l'aventure, je leur ai dit bye bye. Troisième expérience, YouFunded fin 2024. Là, j'ai changé d'approche. J'ai chargé une propre firme régulée en Europe. Compte financé obtenu directement, mais le levier était limité à 1 pour 10. Les lots maximum sur l'or étaient ridicules. Quasi impossible de générer du rendement dans ces conditions. Donc j'ai arrêté. Je te raconte tout ça pour une raison simple. Le marché de propre firme est jeune, peu régulé et certaines entreprises dans ce secteur ont un modèle économique qui n'est pas compatible avec l'intérêt du trader rentable. Avant d'ouvrir un challenge, tu dois poser ces questions. Est-ce que la propre firme a un historique de paiement vérifiable? Est-ce qu'il y a des témoignages concrets, des preuves, pas juste des screenshots photoshoppables? Est-ce que les règles sont claires dès le départ, sans clause cachée? Est-ce que le support est réactif et transparent? Ces questions m'auraient permis d'économiser du temps et de l'argent. Pourquoi j'ai choisi Wales Capital Funding? En mai 2025, j'ai ouvert un challenge 400 000 $ chez Wales Capital Funding. Et voilà ce que j'ai trouvé. Les règles sont claires dès le départ. Pas de clause cachée découverte après validation. Le support parle français et répond extrêmement vite. La plateforme TradeLocker a une calculatrice de lot intégrée directement dans son interface. Ça semble anodin, mais en gestion du risque au quotidien, c'est un vrai confort. Et le levier est correct, suffisant pour travailler sans être prisonnier de positions minuscules. Est-ce que Wales est parfaite? Difficile à dire, mais pour moi, c'est actuellement la meilleure propre firme sur le marché. En novembre 2025, j'ai reçu un payout de 35 322 $ et en mars 2026, 15 373 $ supplémentaires. 2 payouts honorés sans friction. C'est la seule chose qui compte vraiment. D'ailleurs, ils offrent des comptes free trial gratuitement. Ça vous permet de tester la propre firme avant d'acheter un challenge. Je vous mets le lien dans la description. Comment j'ai construit ce deuxième payout? Novembre 2025, le premier certificat est arrivé, 35 000 $. J'avais d'ailleurs fait une vidéo, toujours dispo sur ma chaîne YouTube, pour expliquer en détail tout le chemin parcouru pour en arriver là. J'aurais pu me dire, bon,
Je connais la recette, donc je refais pareil. Eh bien, c'est ce que j'ai fait, mais à quelques exceptions près. Sur le premier cycle, j'avais principalement tradé le gold pour passer financé, puis le forex pour arriver au payout. Sur ce deuxième cycle, eh bien, j'ai démarré en drawdown de 3% janvier-février à cause de 3 positions forex qui m'ont SL. Le marché du forex au début d'année a été légèrement plus complexe en termes de structure technique due à de la macro. J'ai donc pris quelques trades sur l'or, quelques trades sur le Bitcoin qui lui a une structure technique claire ces derniers temps et surtout des trades sur les indices américains NAS et S&P 500, dont un trade sur le S&P 500 qui à lui seul m'a pratiquement permis de réaliser ce payout de 15 000 $. Je reviendrai dessus juste après. Les indices US en ce début d'année ont une structure technique hyper clean et les contextes macroéconomiques et géopolitiques, surtout depuis que la guerre au Moyen-Orient a débuté et que le prix du pétrole a explosé, eh bien m'ont donné une direction hyper claire. Entre mars et avril, les marchés américains ont subi une pression baissière constante. Mon biais a donc été vendeur et je ne me suis pas trompé. Jackpot! Quand le marché te donne une direction aussi lisible, tu n'as pas à te battre contre lui. Tu attends les bonnes zones et tu vas dans son sens. Maintenant, je vais te montrer et t'expliquer en détail les coulisses de mon meilleur trade. Celui sur le S&P 500 qui m'a, je peux le dire, permis d'aller chercher ce second payout de 15 000 $. Donc c'est parti, nous nous retrouvons sur le graphique. Je suis en H4 sur le S&P 500. Ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on analyse la tendance de fond. Nous avons ce plus bas qui fait ce plus haut, qui fait ce plus bas qui fait ce plus haut. Bon là, on a un premier potentiel choc, boum, mais derrière, on repasse directement haussier. Donc là, nous sommes en tendance haussière. Mais derrière, nous venons casser ce dernier plus bas. Donc, nous avons un choc et nous sommes passés baissier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un break of structure pour avoir la confirmation que le prix a bel et bien des attentions baissières. Donc ici, nous avons ce plus haut qui vient par la suite chercher ce nouveau plus bas. Donc ici, nous avons un break of structure, confirmation baissière. Nous allons chercher une vente. D'autant plus que nous sommes début mars et qu'il y a la guerre au Moyen-Orient et que macroéconomiquement, géopolitiquement, donc dans un contexte fondamental, la guerre va provoquer une pression baissière sur les indices US. Deuxième étape, je repère mon dernier plus haut qui a créé le dernier plus bas. Donc ici, encore une fois, structure de marché, nous avons ce plus haut qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut et qui a fait ce plus bas. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la troisième étape. L'outil de retracement Fibonacci que nous allons étirer du coup du dernier plus haut jusqu'au dernier plus bas. Et à l'intérieur, ce qui va nous intéresser, c'est la zone entre les 0,705 et les 1. Nous allons passer à l'étape suivante qui va être dans cette zone de trouver une confluence. Et je pense que là, tu peux directement la voir car juste ici, nous voyons un order block bearish que je vais mettre en rouge. Puisqu'il est bearish et puisqu'il va nous permettre, lorsque le prix sera revenu dans cette zone, de rentrer en vente, je vais aussi préparer ma position. Donc, nous allons entrer à peu près sur les 50% de la zone, juste ici, avec un stop loss au-dessus du 1, puisque si jamais ce 1 est cassé, eh bien le S&P repasse haussier et notre scénario est invalidé et un TP final sur le break of structure tout en bas pour un risque-reward ici de 4,26. Mais tu verras que je vais aller le modifier juste après. Maintenant, nous allons attendre que le prix retrace jusque dans notre zone. Voilà, c'est fait. Nous sommes déclenchés, nous sommes dans le trade. Bon, pour l'instant, entrée sniper et la première prise de profit que j'ai réalisée, elle se situait à 2R. Donc, elle se situait juste ici. Comme ça, je risque 1%. À 2R, je reprends mes 1% et je laisse le reste tourner. Ici, j'ai fait ma première clôture partielle à 2R. Ensuite, j'ai fait une nouvelle clôture partielle à environ 4R, juste avant mon TP final et le break of structure. Parce que des fois, ce que fait le prix, c'est qu'il vient l'échouiller avec le dernier plus bas, mais il ne va pas faire le break of structure. Il remonte et ensuite potentiellement redescend. Donc, je voulais m'assurer de prendre du profit et de ne pas me faire avoir par ce type de mouvement parce qu'il fallait que j'aille chercher le payout encore une fois. Donc, j'ai pris une nouvelle clôture partielle juste ici. Regarde, ici, tu peux voir que le prix a l'échouillé avec ma seconde zone de TP.
puis est remonté avant de rechuter et d'aller me déclencher et de me permettre de faire cette deuxième clôture partielle. Maintenant pour la troisième, eh bien j'ai vu les choses un petit peu différemment puisque j'ai agrandi mon graphique et j'ai tout simplement vu que nous avions une énorme zone de support, une grosse sell side liquidity juste ici. Donc je l'ai bien évidemment mise en évidence comme ceci et je savais que le prix de l'actif risquait d'aller la chercher et de la liquider. Pour ma troisième clôture, j'ai donc descendu mon TP à environ 5,7 R, donc sous ce dernier plus bas sur lequel il y avait de la liquidité parce que si le marché chute, il allait forcément en profiter pour récupérer cette liquidité. Et nous allons voir de suite si c'est ce qu'il a fait. Et oui, comme tu peux le voir, le marché est allé le liquider. Il a touché mon dernier TP. J'ai donc fait une clôture finale. Et comme tu peux le voir, je vais l'afficher quelque part sur la vidéo. J'ai fait 3 clôtures sur ce trade. J'ai encaissé 4000, 4000 et 6000 si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ça a été un trade magnifiquement bien managé. Le moment difficile. Je vais être honnête, sur ce deuxième cycle, il y a eu un moment psychologiquement compliqué. Le mois de janvier et les 2 premières semaines de février, eh bien j'ai ramé. Le gold était techniquement complexe. Soit il montait en ligne droite, soit il chutait en ligne droite, offrant peu de setup à forte probabilité. Le Forex pareil, soit les paires montaient en ligne droite, soit elles rangeaient, soit elles chutaient, mais non pas pour retracer, pour effectuer un choc, un changement de tendance. C'est d'ailleurs à cause de ça que je me suis pris 3 SL et que j'ai passé un peu de temps en drawdown. Ensuite, les 2 premières semaines de février, j'ai déménagé. J'ai donc eu pas mal de choses à gérer, surtout que je devais déménager une première fois, puis tout a été annulé. J'ai alors dû recommencer à zéro, puis déménager pour de bon. Pas mal de petites galères donc qui ont fait que mentalement, je n'étais pas focus sur mon trading et pour ne pas prendre le risque de perdre mon compte financier, eh bien, je n'ai pas tradé dessus. D'autant plus que je ne faisais pas le meilleur début d'année de ma carrière de trader. Mais une fois installé dans mon nouvel appartement, j'ai remis ma tête à l'endroit, j'ai analysé la situation, j'ai réfléchi, j'ai établi un plan, je l'ai suivi et payout. Donc voici ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait différemment. En premier, choisir l'actif en fonction du contexte. Je n'ai pas tradé le S&P 500 par habitude. Je l'ai choisi parce que le marché me donnait une lecture claire sur cette période. Le gold, je l'aime, mais quand il m'offre pas de setup clair à forte probabilité, eh bien, je n'y touche pas sur le compte financier. L'actif que tu crois le mieux maîtriser n'est pas forcément celui qui est le plus optimal à un moment donné. En 2, prendre son temps, moins de trades mais plus de qualité. Je suis resté plusieurs jours, voire même plusieurs semaines sans prendre le moindre trade sur mon compte. Non pas parce que j'en avais pas envie, mais parce que le marché ne m'offrait rien de viable à la hauteur d'un risque de 1% sur mon compte financier de 400 000 $. D'autant plus que j'étais en drawdown, donc entre absolument trader pour remonter le plus vite possible, mais risquer de perdre mon compte à cause d'opportunités de mauvaise qualité et patienter tranquillement de bonnes opportunités sans me précipiter de sorte à mettre toutes les chances de mon côté pour ne pas cramer mon compte, le remonter et aller chercher le payout, eh bien le choix était vite fait. Je n'ai donc pas cherché à accélérer le process, je l'ai respecté. J'ai respecté mon plan, ça a peut-être mis un peu plus de temps, mais au final, eh bien ça a payé. En 3, gérer ses trades intelligemment. C'est un management intelligent qui m'a permis d'aller chercher le payout. Grâce à mon trade S&P 500 que j'ai laissé courir, sur lequel j'ai fait 3 différentes prises de profit. La première, 50% du risque à 2R. La seconde, 50% du risque restant à 4R. Et la dernière, clôture totale à 5.6, 6R environ. Le marché m'a donné raison sur la direction. Mon entrée était parfaite. J'ai managé mon trade de sorte à en tirer le meilleur, mais surtout de sorte à assurer le payout. À côté, sur d'autres trades où mon entrée était moyenne, où les probabilités qu'on aille beaucoup plus loin dans mes directions avaient baissé, eh bien, je suis sorti à 80 voire 100% à 1R, 1.5R. Savoir quand sortir, où sortir, comment sortir, en prenant en compte la balance sur le compte, la phase dans laquelle nous sommes. Si nous sommes en challenge, si nous sommes financés, en drawdown, proche du payout, de sorte à atteindre notre objectif, eh bien, c'est la clé. En 4, surveiller la règle de cohérence des gains. Si tu n'as pas vu la première vidéo, voilà ce que c'est. Certaines prop firmes, dont Wales, ont une règle qui dit que ton meilleur jour de trading ne peut pas représenter plus de X% de ton profit total. L'idée est de s'assurer que ta performance est construite sur de la régularité, pas sur un seul trade chanceux. Sur mon premier payout, j'avais explosé cette limite sans m'en rendre compte. J'avais généré plus de 20 000 $ en quelques jours sur des trades Forex qui avaient duré plusieurs semaines. Et d'un coup, une journée de clôture avait tout déséquilibré. J'ai dû continuer à trader pendant des semaines pour rééquilibrer le ratio.
C'était frustrant et évitable. Sur ce deuxième cycle, je surveillais ce chiffre à chaque trade. Ce n'est pas une contrainte à subir, c'est une donnée à intégrer dans ta gestion, comme le drawdown ou le risque par trade. Ce que je ferais si je recommençais. 4 choses courtes. Premièrement, attends d'avoir une stratégie qui fonctionne sur ton propre argent avant d'ouvrir un challenge. Si tu perds avec 500 $, tu perdras avec 100 000. L'effet de levier amplifie ta compétence, pas ton manque de compétences. Deuxièmement, gère le risque avant de penser au gain. L'objectif numéro 1 d'un compte financier, c'est de survivre assez longtemps pour que la loi des grands nombres joue en ta faveur. 1% par trade maximum, 1,5% quand tu scales, jamais plus, peu importe la conviction. Troisièmement, moins de trades, plus de revenus. C'est contre-intuitif, mais le surtrading est le premier ennemi d'un compte financier. La qualité d'un setup compte infiniment plus que la quantité de trades ouverts. Quatrièmement, sur les payouts, applique une règle de répartition. Sur chaque payout que je reçois, un tiers reste pour moi, un tiers rejoint mon capital personnel en fonds propres et un tiers repart en nouveau challenge. C'est ce qui permet de scaler progressivement sans tout miser sur un seul compte. 15 373 $ en 4 mois. 2 payouts au total depuis mai 2025. Un peu plus de 50 000 $ sortis de ce compte. Ce n'est pas du trading TikTok. Il n'y a pas eu de coup de génie. Il y a eu un plan, une gestion et des décisions prises dans le calme, même dans les moments difficiles. La vraie question maintenant, est-ce que je relance un troisième cycle ou est-ce que j'ouvre un nouveau challenge en parallèle? Je te dirai ça sur mon canal Telegram. C'est là que je partage tous mes trades en temps réel ainsi que mes analyses et mes décisions avant qu'elles soient prises. Le lien est dans la description. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et dis-moi dans les commentaires. Toi, tu es sur quel actif en ce moment sur ta propre firme et où tu en es dans ton challenge? On se dit à très vite dans une prochaine vidéo et n'oublie jamais, let's investing.